Président, chers collègues de l'opposition, chers collègues du gouvernement, bonjour et bienvenue à ce débat qui concerne des enjeux environnementaux, socio-économiques extrêmement importants. La proposition d'aujourd'hui est qu'il soit résolu que le gouvernement du Québec accepte le projet Oléoduc Énergie-Est. Tout d'abord, je vais commencer par les définitions. Qu'est-ce que le projet Oléoduc Énergie-Est? C'est un pipeline de 4500 km qui transporte de façon sécuritaire, notez bien ces deux mots-là, 1,1 million de barils de pétrole par jour, et ce de l'Alberta jusqu'au Nouveau-Brunswick. Inévitablement, ça va passer par le Québec. D'où la question qui nous concerne. Ensuite, qu'est-ce qu'un oléoduc ou un pipeline, si on veut le terme anglais? C'est une canalisation servant à transporter du pétrole. Par la suite, je tiens juste à vous dire qu'est-ce que la LQE. La LQE, c'est la loi sur la qualité de l'environnement au Québec. Et puis, on va commencer tout d'abord sur l'aspect politique de la question. Donc, pourquoi est-ce que c'est vraiment sur le plan politique ce projet pour le gouvernement du Québec? Premièrement, on prend en compte la topographie indigène pour éviter tout conflit. On sait très bien qu'il y a quelques années, il y a eu une crise très importante avec les Premières Nations qui a été la crise d'Oka sous le règne de l'ancien premier ministre Robert Bourassa. Pourquoi ça a été créé, ou généré plutôt devrais-je dire, c'est parce qu'on a essayé de construire un terrain de golf sur un ancien cimetière amérindien. Ça a généré une révolte sociale, on a dû faire venir l'armée, M. le Président. C'était un conflit énorme et d'une très grande ampleur majeure qu'on cherche à éviter de nos jours. Donc, si le gouvernement voyait que ce projet venait à entraîner un conflit avec les Premières Nations, inévitablement, on serait contre le projet. Toutefois, c'est clairement indiqué selon Transport Canada, qui vont faire des études justement sur les communautés autochtones pour ne pas faire passer le pipeline sur les territoires indigènes. Et en plus, il y aura consultation. De plus, on peut très bien se faire consulter par la suite en consultation internationale par d'autres pays afin de potentiellement leur permettre qu'on leur donne des trucs environnementaux parce qu'on sait très bien que le Québec est un leader environnemental dans le monde. Donc, si on réussit à mener à bon terme le projet, c'est sûr que d'autres pays vont nous appeler pour essayer d'avoir des consultations et peut-être même nous offrir des contrats afin qu'on aille aider les autres pays à construire des oléoducs. Sur l'aspect moral, évidemment, comme j'ai dit, on prend en compte l'aspect autochtone, donc on ne néglige pas les Premières Nations qui ont été si négligées par le passé dans l'histoire, on le sait tous. Par la suite, il est promis qu'il va y avoir des matériaux de qualité supérieure uniquement qui vont être utilisés. Et je dis bien uniquement. On convertit 3000 km de gazoduc en oléoduc. On peut penser par exemple à celui de Keystone. Par la suite, qu'est-ce qui est le plus dangereux, M. le Président? On aimerait également avoir l'opinion de l'opposition. Un oléoduc ou un gazoduc? Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour les impacts environnementaux? On aimerait savoir l'opinion de l'opposition là-dessus. Ensuite, le contrôle des opérations va s'effectuer par Transport Canada 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi qu'il arrive. S'il y a une fuite, on va utiliser une technologie qui s'appelle élastomère, afin de boucher la fuite qu'il va y avoir dans l'oléoduc. Comment ça va se passer? On va injecter la substance dans l'oléoduc qui, elle, va trouver la fuite et puis va colmater la brèche, tout simplement, et puis va éviter le déversement jusqu'à ce qu'on aille la réparer. Par la suite, il faut dire également que selon la LQE, le projet est obligatoirement obligé de passer par là. Donc, si jamais on voit qu'il y a une question qui risque de causer problème, il va y avoir une audience par le BAPE. Le BAPE, qu'est-ce que c'est? C'est le Bureau de l'audience publique sur l'environnement. Selon la LQE, si on voit qu'il y a un danger potentiel pour l'environnement, il y a une consultation obligatoire qui va être effectuée. Et puis, il y en a une. Et le BAPE n'a pas dit dans sa conclusion qu'il fallait interdire le passage du projet Oléoduc Énergie-Est sur la province de Québec. Par la suite, sur les accidents, je vais juste vous énumérer quelques statistiques. Au Canada, il y a eu des accidents sur des oléoducs en 2007 et 2010. Ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu d'accidents environnementaux sur un oléoduc, ce qui est quand même bon signe. Et puis, les deux seuls accidents qui se sont produits en 2007 et en 2010 ont été nettoyés facilement, aucun impact sur l'environnement à ce jour. Par la suite, le dernier accident aux États-Unis remonte il y a 13 ans exactement, en 2003. Ensuite, au Kenya, Thaïlande et au Mexique, c'est arrivé une fois dans chaque pays et aucune fois depuis 2013. Ce qui est quand même assez bon comme statistique. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 6 accidents environnementaux au total et aucun depuis 3 ans au niveau international. Donc, M. le Président,
sur tous ces aspects, autant pour la sécurité que l'aspect politique et moral. Nous sommes convaincus que le projet oléoduc NRJS devrait être adopté. Merci, M. le Président. J'inviterai maintenant le chef de l'opposition à venir faire son discours de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Collègues de l'opposition, collègues du gouvernement, distingués membres de l'opposition, je voudrais tout d'abord débuter par dire que, alors qu'on implante de nouvelles bornes partout au Québec pour les automobiles électriques, alors qu'on met en place des mesures éco-responsables, qu'on avance vers le vert, aujourd'hui le gouvernement propose de reculer. Nous entendons des discussions à travers le monde, notamment à Paris, sur des traités environnementaux, et on vient dire aux plus grandes nations avec qui on fait affaire qu'aujourd'hui, on vient se contredire, qu'on vient nuire à l'environnement. Aujourd'hui, nous, l'opposition, nous sommes contre le projet NRJS, suivant les 4 arguments suivants. Premièrement, ça va venir nuire à l'environnement. Dans un deuxième temps, ça va amener à l'expropriation. Dans un troisième temps, ça va créer la perte d'emploi au Québec. Et dans un quatrième temps, ça va venir, dans le fond, nuire à l'économie globale du Québec. Donc, nuire à l'environnement. Donc, dans un premier temps, on l'a dit, l'oléoduc aura une distance de 4500 mètres, mais ce qui est à considérer, c'est que ça va traverser plus de 3000 lacs. On nous dit qu'à chaque fois que ça va passer près d'un cours d'eau, on va avoir une consultation. C'est donc dire que ce projet ne sera jamais viable. S'il faut faire une consultation pour les 3000 lacs auxquels on va passer à côté, c'est donc mettre des processus, des procédures qui seront interminables. Et c'est aussi, on nous dit qu'on va utiliser des matériaux de qualité supérieure, mais seulement 17% des fuites sont identifiées via la salle de contrôle, ce qui laisse le reste des détections à des agents ou à la population. On nous dit qu'on va être là 24 heures sur 24. C'est ça. Le système de détection automatique des fuites dont le gouvernement nous parle commence à 1,5 ou à 2% du débit total du pipeline. C'est donc dire qu'une fuite inférieure à 1,5% n'est jamais détectée. Une fuite de 1% du débit peut quand même nuire à l'environnement, M. le Président. C'est des éléments qui ne sont pas à négliger. Une fuite dans le pipeline menace 5 millions de Canadiens, mais surtout 3 millions de Québécois. Dans un deuxième temps, la proposition aussi va amener à l'expropriation. 4500 km, comment on va faire pour passer ça à travers le Canada? C'est en passant sur des terres sur lesquelles on peut passer. C'est sûr qu'on n'amènera pas le pipeline dans les montagnes. On va amener le trajet à travers des communautés sur des terres accessibles, des terres qui sont déjà habitées par des villages, des terres agricoles et même des communautés autochtones. Le trajet présentement prévu par le gouvernement et par NRJS passe à travers 155 communautés autochtones. Donc, on est surpris de voir qu'il y a eu un effort qui a été fait pour éviter les conflits autochtones. Nous, ce qu'on comprend, c'est que présentement, ce problème n'est pas réglé. On nous demande, les provinces de l'Ouest nous veulent complices au projet, mais nous, on dit non à l'expropriation de nos Québécois. Et on favorise plutôt des mesures qui sont éco-responsables, qui sont bonnes pour l'environnement et qui sont bonnes pour notre population québécoise et canadienne. Nous, on pense pour le futur, Monsieur le Président. Dans un troisième temps aussi, ça vient créer la perte d'emploi au Québec. Le projet va créer seulement 15 emplois à long terme dans notre belle province québécoise. Cependant, 15 emplois directs, pardonnez-moi. Cependant, les activités pétrolières font gonfler le dollar canadien, défavorisant ainsi l'économie québécoise. En somme, ces 55 000 emplois, directs ou indirects, seront perdus au Québec si on accepte le projet d'NRJS. Si on fait le calcul rapidement, 55 000 moins 15, on est perdant, on change de nous sommes donc contre cette mesure, parce que ça vient totalement nuire à nos valeurs québécoises. Et par ailleurs, par le fait même, 6 Québécois sur 10 sont contre le projet. 71% des Québécois considèrent le climat plus important que le projet NRJS. On vient mettre des mesures en place, on vient dire non au projet de l'île d'Anticosti.
Les États-Unis ont dit non au projet Keystone. Pourquoi vient-on mettre le projet Énergies sur nos terres québécoises? Ça fait aucun sens. Tout le monde est contre. Et nous sommes du côté de notre population, la population pour laquelle nous, on travaille. Et aujourd'hui, nous, on vient amener des points responsables, ce que le gouvernement ne considère pas. Ils ne font penser qu'au lobbyisme, au pétrole, et nous, ce qu'on veut, c'est la santé à long terme et l'environnement à long terme pour notre société québécoise. Merci. J'inviterai maintenant le premier membre du gouvernement pour son discours de 3 minutes. Donc, Monsieur le Président, Messieurs de l'opposition et Madame, donc, le chef de l'opposition vient de dire que tout le monde est contre ce projet. Et qui est contre? Qui exactement est contre? Qui avez-vous compris? Je me le demande. Mais, il faut se rappeler que les temps sont durs. La dette canadienne est de 80% du PIB annuel selon l'OCDE. Il y a un taux de chômage de 9,75% selon Statistique Canada. Et ça inclut le Québec, ça ne va pas mieux. 74% de dette québécoise, selon l'OCDE. 9% de taux de chômage. Et en plus de cela, nous avons un déficit prévu de 31 milliards de dollars. Nous avons un manque de financement dans nos ministères, la santé, la culture, l'environnement. Nous sommes en crise économique, messieurs et madame. Le projet Énergies va injecter 55 milliards directement dans l'économie. C'est un levier tombé du ciel pour remonter l'économie, nous rendre plus forts. Ça va augmenter les échanges internationaux. Ça va ouvrir des nouveaux marchés, les pays européens, les pays bordant l'Atlantique. Notre taux de dollar va augmenter. Selon mon chef d'opposition, c'est mauvais. Pourtant, ça augmente le pouvoir d'achat des Québécois et Canadiennes. Ça augmente le pouvoir de voyager à l'international, puisque les prix sont plus bas si notre dollar est plus fort. Si l'énergie verte est le futur, eh bien, il faut vendre tout de suite notre pétrole. Car, dans le futur, cette ressource ne vaudra plus rien. Voilà pourquoi il faut exploiter le pétrole. Et puis, Monsieur le Président et Monsieur le chef de l'opposition, ce projet va directement contribuer à la création de 10 000 emplois directs. C'est sans compter les emplois indirects, comme la gestion du matériel, la création du matériel, le transport. Ce que monsieur de l'opposition a pensé à la classe moyenne. Ceux qui sont pauvres. C'est des emplois de qualité, payants. Je demande donc à la chef de l'opposition ce qu'il pense de la classe moyenne. Merci. J'inviterai maintenant le premier membre de l'opposition pour son discours de 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais commencer par discuter de notre quatrième argument qui est d'investir dans un projet qui est déjà avec une date d'expiration au bout de la ligne. Par la suite, je vais réfuter les deux premiers arguments du gouvernement, donc, qui étaient sur les études qui vont être faites auprès des communautés amérindiennes et également leur deuxième argument pour ce qui est des qualités, des matériaux de qualité supérieure qui vont être uniquement utilisés à travers l'installation des oléoducs.
Donc, on parle ici d'un investissement que le gouvernement québécois est prêt à faire. Je tiens juste à remarquer que les données que nous sortons, que le gouvernement en ce moment québécois sort pour l'investissement, sont souvent des données canadiennes. On parle d'emplois canadiens, mais ici l'enjeu est sur les 15 emplois directs québécois qu'on va pouvoir créer, comparativement aux centaines les milliers d'emplois québécois qu'on va perdre à cause de la valeur du change. Non, l'investissement est déjà avec la date d'expiration au bout. On veut faire un investissement dans un produit qu'on sait déjà qui est non renouvelable. Ça ne fait aucun sens d'investir autant d'argent dans un laps de temps aussi long pour aller chercher un produit qui sera plus renouvelable dans quelques années. Donc, je demanderais au gouvernement de me répondre qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces oléoducs-là quand ce produit ne sera plus là. C'est un investissement qu'on veut faire, on veut exproprier, on veut installer des oléoducs à travers les terres. Qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura plus de pétrole? Qu'est-ce qu'on va faire de ces oléoducs-là? On parlait des études amérindiennes qui veulent faire. Oui, mais comme mon chef en parlait, les études, il y en a beaucoup à faire. Là, quand on en fait, vous nous dites que justement que les études que vous faites, vous les écoutez, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces études-là? Si une tribu amérindienne nous dit que non, sont contre, allez-vous en tenir en compte de leur opinion ou vous allez juste les entendre? Parce que c'est souvent le cas avec les études. On les entend, on prend du temps, on prend des sources, on prend de l'argent, c'est coûteux de faire ces consultations-là. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on agit avec les consultations qu'on fait ou on fait juste les entendre, puis après ça, on leur push, on leur met dans déjà ce projet-là sans vraiment les avoir consultés, avoir pris leur considération. Pour ce qui est de la qualité supérieure, c'est beau de dire que les oléoducs vont être avec des qualités de nouvelles technologies pour l'environnement, mais c'est à savoir le risque qui a été fait. Est-ce qu'on a pris en compte vous n'avez pas parlé du calcul quand il y a un déversement, comment ça coûte pour l'environnement? On ne parle pas des terres, on ne parle pas de la faune, de la flore dans vos projets.